parole pour votre intervention. Bon, alors, bonjour à tous, à toutes, et félicitations d'être là. Félicitations à l'Esprit libre d'avoir osé organiser un débat d'idées dans une société qui est souvent très polarisée et où on n'a pas toujours le luxe ni du temps ni des nuances. C'est un peu ce qui va guider mon intervention sur ce journaliste d'opinion. On n'a pas fait de réflexion approfondie récemment, au moins au sein de la Fédération professionnelle du journalisme du Québec. Néanmoins, le journaliste d'opinion, on a tous été un peu avalés par différentes controverses. On aura certainement l'occasion de revenir sur l'affaire Desjardins, entre autres, mais le débat sur le journaliste d'opinion il est beaucoup plus large que ça. Quand j'ai vu le thème de la soirée, ma première réflexion a été de me propulser en 1998 dans un cours de Pierre Bourgault à l'UQAM, où un de nos un travail de session portait sur la question suivante. Toutes les opinions se valent-elles? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Votre réponse en 5 pages. Alors, évidemment, la question se répondait par non, parce que si toutes les opinions se valaient, on ne prendrait certainement pas le temps de demander des experts en biologie pour commenter, par exemple, les impacts sur la faune ou la biodiversité marine d'un déversement de pétrole. On ne demanderait pas non plus à des économistes ou encore à des spécialistes des coopératives sociales de se prononcer sur les impacts d'un budget, par exemple. Donc, toutes les opinions ne se valent pas. Est-ce que tout le monde a droit à son opinion? Certainement. Quel est donc le rôle du journaliste d'opinion? Il est donc à définir, et ce sera certainement une occasion d'y revenir. Quand on regarde les deux codes de déontologie, que ce soit celui du Conseil de presse du Québec ou encore de la FPJQ, il y a une question de journalisme d'opinion qui est opposé, dans le cas du Conseil de presse, au journalisme factuel. Dans le guide de déontologie de la FPJQ, on parle également du journalisme d'opinion et c'est sous l'onglet vérité et rigueur. Dans les deux cas, les deux organisations parlent de respect des faits, parlent d'impartialité, parlent de rigueur, d'exactitude de l'information. Donc, ce n'est pas que des coups de gueule, ce n'est pas que des affirmations en l'air. Le journalisme d'opinion se fonde sur des faits. C'est d'ailleurs dans l'ADN du métier. Si on reconnaît que l'opinion existe, on reconnaît aussi que le journalisme d'opinion est donc accolé à cet ADN-là, qui se fonde sur la rigueur des faits, qui doivent, donc, ces faits-là, primer lorsqu'on vient poser un argumentaire. On mentionne entre autres que les journalistes doivent départager soigneusement ce qui relève, dans le cas d'une chronique par exemple, leur opinion personnelle, de l'analyse, de l'information factuelle. Pourquoi? Pour ne pas engendrer la confusion chez le public. Je pense qu'il y a là une grande responsabilité des journalistes, qu'ils soient journalistes réguliers, factuels ou d'opinion, c'est bien dans la confusion du public. Quand on pense que la presse est le quatrième pouvoir, tout pouvoir, pour reprendre Spider-Man, vient de grandes responsabilités. Là où la chose devient complexe, c'est que quand on définit, ou quand on veut essayer de définir ce qu'est un journaliste, les définitions sont évidemment très nombreuses. Et contrairement à d'autres professions, et ma collègue de gauche pourrait en parler longuement, le titre de journaliste n'est pas protégé, comme c'est le cas pour d'autres ordres professionnels ou d'autres professions. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'effort pour ce faire. Il y a eu plusieurs tentatives pour essayer de baliser cette profession-là. C'est toujours pas le cas. Il n'y a pas eu d'entente la dernière fois que les gens s'étaient essayés. Bon. Néanmoins, le journalisme, il se fonde sur la liberté de presse, qui elle-même découle de la liberté d'expression. Et donc, on serait peut-être mal avenu d'essayer de la limiter, cette liberté d'expression-là. Est-ce que ça rend tout acceptable? Certainement pas. Et c'est pourquoi on a des guides de déontologie, c'est pourquoi on a une éthique de travail et c'est pourquoi on a également les droits et devoirs de la presse en général. Parce que quand on prend position, évidemment, on vient rompre avec une certaine partialité et tout le monde s'est penché là-dessus dans les organisations, que ce soit l'AGIC, que ce soit la FPJQ, que ce soit le Conseil de presse, les normes et pratiques de Radio-Canada, il y a une ligne. Et quand on trace une ligne, ça veut dire qu'on peut transgresser cette ligne-là. Et c'est là où est le danger de l'opinion. Quand on traverse une ligne, et encore là, Dominique pourra en parler longuement, il faut en assumer les risques. Parfois, je dirais même que cette opinion traverse et transgresse autant les radios que les télévisions, que les journaux, mais fait en sorte aussi que le devoir de réserve incombe aussi aux journalistes sur différentes plateformes. Je pourrais vous parler de la poursuite Lapierre contre Sormani qui avait été initiée en réponse à une publication Facebook, pour ne pas dire ma page Facebook, où un commentaire avait été donc ajouté et où il y a eu poursuite en diffamation par la suite contre le journaliste qui avait émis ce commentaire-là. Donc
poursuite comme telle a découlé d'un jugement, un jugement qui fait maintenant jurisprudence en matière de diffamation. Et lorsqu'on parle des responsabilités et devoirs des journalistes, ça peut aller jusque-là. Donc, ça peut aller jusqu'à ce qu'on peut interner dans notre vie privée. Si on parle maintenant de la place de l'opinion dans l'espace public, puisqu'il faut se rapporter sur les faits, je vais vous en servir quelques-uns, dans l'État de la Nouvelle 2014 qui est produit, en fait l'État de la Nouvelle qui est produit chaque année par Influence Communication, en 2014, on s'était intéressé à la place de l'opinion. Et j'ai tenté de voir s'il y avait des données pour 2015, il n'y en a pas, on n'a pas refait exactement le même exercice, mais sensiblement les chiffres parlent quand même d'eux-mêmes. À Montréal, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est la presse qui occupe le premier rang pour ce qui est du volume d'opinion, avec 28% d'opinion contre le reste en contenu, nouvelles, journalistique traditionnel. Suit De Gazette avec 24%, Le Devoir 23% et Le Journal de Montréal à 22%. Donc théoriquement, il y aurait moins d'opinion dans le Journal de Montréal que dans les autres médias. La moyenne des quotidiens montréalais est de 24%. On apprend aussi qu'il y a un plus grand nombre d'opinions dans les journaux, les publications du samedi également. Et tout simplement parce qu'on a davantage de chroniques le samedi. On nuance par contre pour expliquer pourquoi est-ce qu'on retrouverait moins d'opinions dans le Journal de Montréal, en disant que le journal publie beaucoup de brèves, donc parce qu'on collige le nombre de nouvelles et qu'on compte le nombre de nouvelles, comme il y a beaucoup de brèves, l'opinion est noyée finalement dans ce total-là. Influence précise également, pour cette année, on a regardé la dernière campagne électorale fédérale pour regarder de quoi était composée l'information sur les élections fédérales. On s'est rendu compte que dans toute la masse critique, dans toute la mer d'informations, il y avait 6% de faits et tout le reste était de l'opinion, à savoir des sondages, de l'analyse, des commentaires. On parle donc pour certains d'une McDonaldisation de l'information, où l'information brute est liée en formule fast-food pour une digestion rapide à grands coups d'opinion. Donc, on peut craindre, est-ce que c'est nécessairement la faute des journalistes? Probablement pas. Je pense qu'il y a une réflexion générale à avoir pour l'ensemble de nos médias, une obsession de l'efficacité renforcée par le potentiel de clics, renforcée aussi par les chaînes continues, mais pas seulement les chaînes continues, mais aussi le rythme que nous imposent les réseaux sociaux, une cadence donc que l'on tente de suivre et qu'on devrait peut-être cesser de voir comme des compétiteurs, ces réseaux sociaux-là, mais qu'il faudrait davantage considérer comme des outils ou encore des canaux parallèles, mais on est littéralement avalé. Je pense qu'il y aurait de la résistance passive à faire pour chacun d'entre nous. Donc, c'est sûr que c'est un enjeu dont il faut tenir compte, la chute de l'information locale et régionale aussi. Et pourquoi est-ce que je m'en vais sur cette piste-là? C'est parce que quand on parle d'information locale et régionale, Influence avait aussi mesuré que plus on parle, par exemple, d'enjeux électoraux locaux ou de candidats locaux, plus les gens vont voter. Si on présente que des choses qui ne les touchent pas, les gens ne vont pas voter. Donc, ça peut également avoir un impact démocratique. Maintenant, si on pense à censure ou autocensure ou diversité des points de vue, évidemment, je suis une partisane de la diversité, non seulement des points de vue, mais une diversité des voix. Comme je le disais, on a une polarisation dans malheureusement trop de débats au Québec. On peut revenir sur la crise étudiante, on peut revenir sur les élections, sur n'importe quelle option, où la tendance est toujours de nous montrer le côté oui, le côté non, mais alors qu'il y a des tonnes de nuances entre les deux et on les perd ces nuances-là parce que l'opinion répond à l'opinion et on perd rapidement de vue les faits. Quand on regarde, pour reprendre encore ces chiffres-là, parce que c'est quand même parlant, 6% de faits pour 94% d'opinion et d'analyse, c'est donc dire qu'on déblatère et qu'on débat sur de très petits enjeux au final. Oui, c'est ça. C'est à quelle heure les nouvelles? Donc, on a une surenchère finalement de ces opinions-là et on se rend compte au bout de la campagne qu'il y a des thèmes qui ont complètement été éludés. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement été écartés, parce que la place était occupée par de grands joueurs. Si on pense aussi à censure, on peut regarder également effectivement des gens qui se censurent naturellement. Il y a des vaches sacrées au Québec qui ne sont pas seulement liées à des enjeux. On peut penser au Québec Inc., on peut penser également dans la foulée de Charlie Hebdo aussi, le caricaturiste Pascal Lily, qui entre autres, et à De Gazette au 30, disait que ce qu'il retenait de tout ça, des attentats de janvier 2015, c'était bien sûr une profonde blessure, mais aussi un sentiment d'oppression, et qui faisait en sorte que certains caricaturistes maintenant se limitent pour ne pas transgresser une ligne ou ne pas nécessairement se mettre en péril eux-mêmes. La recherche du spectacle aussi est intimement liée à la progression du journalisme d'opinion, qui est sans doute un effet pervers, je dirais, du culte de l'opinion, au sens où il y a une concurrence pour l'espace public, et c'est celui ou celle qui aura le plus grand coup de gueule, qui aura le monopole du micro,
Ça aussi, il faut être sensible à ça, parce que quand on veut parler de nuances, encore là, il faut aller chercher des gens nuancés, non pas seulement que des caricatures. Donc, je crois profondément à la diversité des points de vue, la diversité des voix, ça passe aussi par des médias qui sont différents et qui n'ont pas une pensée unique. Les grands empires, ça peut être bien, mais il faut des voix dissidentes, il faut des voix émergentes. L'Esprit libre en est une, le Devoir en est une autre. Il y a donc de ces journaux et des radios comme CIBL qu'il faut continuer d'encourager. Et c'est un message que je répète souvent, adoptez un média qui vous ressemble et encouragez-le. Parce que la diversité des opinions, ça passe aussi par ceux qui sont capables de les porter et les véhicules qui propagent ces opinions-là. Et c'est pas quand les voix vont se taire qu'il va être le temps de pleurer les morts, mais bien d'essayer de les sauver avant qu'ils disparaissent. Maintenant, se borner à présenter le pour et le contre, j'en ai parlé, c'est résumer finalement le monde à 2 dimensions, alors que depuis des centaines d'années, on sait que la Terre est ronde. Alors, c'est comme ça que je conclurai. Juste spécifier, en fait, j'avais oublié tantôt, si vous avez des questions, commentaires, tout ça, il y a une période de questions qui a lieu après les quatre interventions. Simplement rappeler que c'est limité, donc on a à peu près 15 minutes, c'est 3 interventions à peu près, donc prenez le temps de se penser, puis c'est 2 minutes maximum par intervention. Merci beaucoup. Je cède la parole à Marc-André Cyprien. Bonsoir, vous m'entendez bien? Juste pour rectifier les faits, je n'ai pas perdu mon travail à voir, puisque pour avoir un travail, il faut être salarié. 0,001 sous par clic. Hein, on parle des clics. Un micro réactionnaire. Donc 0,001 sous par clic, ce n'est pas, selon moi, un salaire. Mais j'ai quand même réussi à perdre ça. Donc, je ne veux pas vous parler de ça. Si jamais ça vous intéresse, on en parlera autour d'un verre de vin ou d'une bière après. Plutôt, essayer de faire de l'analyse, justement, et de l'opinion sur l'opinion, finalement. Pour vous livrer ma réflexion sur l'état de l'opinion. C'est super intéressant, les chiffres qu'on vient d'avoir, mais moi, je veux plutôt vous parler de l'équilibre idéologique entre ces diverses opinions-là. Parce qu'au Québec, comme ailleurs, bien entendu, mais c'est peut-être encore pire au Québec et au Canada, puisqu'on vit un monopole de l'information qui est assez catastrophique. Donc, au Québec, la bataille des mots, puisqu'il s'agit bien sûr d'une bataille, en cela comme entre autres choses, cette bataille-là favorise largement le statu quo, les idées conservatrices, voire réactionnaires, et les amis plus ou moins serviles du pouvoir de l'État et de ce qu'on appelle la démocratie. Cette démocratie, justement, elle a un effet tout à fait magique. Elle aplanit les différents rapports de force. Elle nous dit, en gros, soyez respectueux, soyez gentils. Hein? On vit en démocratie, on a le droit de débattre, donc respectez l'opinion des autres. Donc on se retrouve avec des gens qui veulent envahir l'Afghanistan, envahir l'Irak. Il faut respecter leur opinion. Hein? Il n'y a pas lieu de se scandaliser, pas lieu de se choquer. Les amis du prophète veulent un accroissement de la productivité, ils veulent contourner des lois environnementales, c'est les portes tournantes entre le lobby du pétrole et le Parti libéral. Discutons-en. On vit en démocratie. Les amis du prophète ont gagné les élections, ils censurent justement les journalistes, ils font des lois brouillons, ils refusent de faire enquête sur des centaines de femmes autochtones disparues. C'est une opinion qui se respecte. Discutons-en. Il y a des pour, il y a des contre. Donc, ce déséquilibre-là, il s'explique entre autres, bien sûr, par la concentration de la presse qu'on connaît, qui limite bien entendu l'éventail des opinions. Vous lirez Foglia à la défense de son patron qui, il y a quelques années, Foglia a écrit une année de trop, moins, hein, on s'entend là-dessus, qui défendait ses patrons des Marais en disant « Monsieur Desmarais est une bonne personne, je peux pas croire que vous en prenez contre lui, il est pour la liberté de presse. André Pratt, il est super fin, tu sais, pourquoi vous chialez contre lui? » Comme si c'était ça, comme si c'était de l'analyse que de dire ce genre de stupidité.
Vous employez les mots de Foglia, que je n'emploie jamais. Donc, on se retrouve donc face à une droite qui montre des dents, qui est excessivement méprisante. Lisez les propos, et désolé pour ceux et celles qui ont l'estomac fragile, mais lisez les propos de Martineau, de Durocher, de Duhem, de Lisiane Gagnon, qui soutient l'apartheid en Palestine, par exemple, et comparez-les à ceux du centre-gauche ou des progressistes. Rima El-Khoury et son miel, Patrick Lagacé, excessivement modéré, les gens du devoir, et tous des gens avec une intelligence certaine, mais qui sont excessivement excessivement modérés. J'ai rien contre la modération, il ne s'agit pas toujours d'être radicaux. Mais si on met on pèse la violence des propos et qu'on pèse l'affirmation de ces opinions-là, ça penche à droite et pas juste un peu. Les journalistes, malheureusement, pour revenir à l'ensemble des journalistes et non seulement à ceux qui font de l'opinion, utilisent des mots policés. Ce sont des mots le plus souvent de la propagande. Et je suis désolé, mais on nous enferme dans ces mots-là. On utilise des mots, des concepts unidimensionnels qui nous empêchent précisément de réfléchir. Comment être pour le vandalisme, par exemple? On peut être pour l'action directe. Ah, là, il y a matière à débat. L'action directe est un mode d'action qui a plusieurs décennies, des centaines d'années. Et parfois, on peut l'utiliser, parfois non. Mais vous ne lirez pas ce genre de propos-là dans les journaux. On va parler de vandalisme, bien entendu. Comment être pour la violence et l'intimidation? Hein? Vous essayerez. C'est un beau défi. Peut-être Bourbeau aurait pu vous le lancer. Mais tout ça est représentatif de notre époque, de l'époque unidimensionnelle, de ce que Fukuyama appelait la fin de l'histoire et que malheureusement des gens, des gros bonnets, ont pris au sérieux. L'histoire, elle est fermée. La lumière au bout du tunnel, elle prend l'allure d'un train qui va nous rentrer en pleine face. Les formes de notre société sont considérées éternelles. Les valeurs de notre société sont considérées comme éternelles, indépassables. Dites aux gens que vous voulez dépasser la démocratie, par exemple, vous allez voir que vous allez vous faire traiter de fasciste, ça ne sera pas trop long. C'est pour ça que c'est aujourd'hui au nom de la liberté qu'on enferme des gens, qu'on emprisonne des gens. C'est aussi au nom de la démocratie qu'on bombarde des pays. Et c'est pour ça aussi qu'au nom du féminisme, on dit aux femmes comment s'habiller. Puisque mon domaine d'étude est celui des mouvements sociaux, enfin j'ai changé en cours de route, mais on pourra en reparler, j'ai fait une petite étude d'analyser 650 articles. C'est pas beaucoup, mais sur une période d'un mois à peine, des articles qui traitaient de répression. Alors, comme vous êtes un public critique, heureusement, je vais vous faire une démonstration empirique. Premier constat, la répression au Québec, elle n'existe pas. Jamais les journalistes n'utilisent le mot répression pour parler de la répression. On parle ici d'interpellation. Hein? George Orwell se revient dans sa tombe, bien entendu. La répression, 80% des articles utilisent le mot répression pour parler de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Il y a la répression en Égypte, au Venezuela, en Russie, en Ukraine, au Cambodge, en Palestine, au Soudan, en Syrie et à Haïti. Mais au Québec, on interpelle. Le mot répression au Québec est utilisé face aux nouvelles suivantes. Pour parler de trafic de drogue, le métro 23 avril. Pour parler de braconnage, Progrès Éco 4 avril. De vol à l'étalage, l'informateur. De téléchargement illégal. De la censure d'un guide de conduite. De la répression des poils. De la répression de la masturbation. Et c'est sans oublier les larmes réprimées par François Gendron lors de son assermentation à l'Assemblée nationale. La totalité des articles ne parle pas de répression policière. Aucunement, les deux termes sont associés. Sinon, lorsque les journalistes demandent l'opinion des manifestantes et des manifestants, alors là, le mot répression, bien entendu, se retrouve entre guillemets. Ou lorsque, par exemple, des intellectuels revendiquent la démission de Marc Parent dans une lettre ouverte dans le Devoir, là, le mot apparaît, mais bien entendu, ce n'est pas associé aux journalistes eux-mêmes. Donc, la répression, en fait, elle est entre guillemets, elle est donc subjective. Et objectivement, on interpelle. Tous les articles utilise ce mot interpellation sur toutes les ondes de télé également. Lorsque
par exemple, le 15 mars 2014, on arrête 300 personnes et qu'une armée de policiers vient empêcher littéralement la manifestation contre la brutalité policière, on parle de 300 personnes interpellées. La prochaine fois qu'on vous met en état d'arrestation, vous demandez est-ce que je suis arrêté ou je suis interpellé. Si vous êtes interpellé, ben vous en allez. Le printemps érable, bien entendu, est symptomatique de ce traitement médiatique. Il y a eu des jugements de la Cour. La Cour, vous savez, les juges, pour moi, ce pas des marxistes-léninistes qui vivent dans Schlager-Maisonneuve. Hein. Ce sont plutôt de bons bourgeois bedonnants d'Outremont, à la pensée plutôt conservatrice. Et la Cour, elle a dit qu'il y avait eu, pendant le printemps érable, des centaines, voire 1500 arrestations illégales. Et là, c'est pas moi, le méchant anarchiste marxiste de l'UQAM qui le dit, c'est un juge, probablement d'Outremont, qui nous le dit. Et il y a eu, la nouvelle est sortie, je l'ai appris dans les journaux, hein, faut pas, la nouvelle n'a pas été censurée, mais nous n'avons lu aucun éditorial traitant de cela dans nos journaux. Il n'y a pas eu un texte d'opinion, justement, qui se scandalisait de ça. Alors, le jour où il n'y en aura plus, tout simplement plus de manifestations dans les rues, ou qu'elles seront toutes réprimées systématiquement, eh bien, les journalistes du Québec pourront dire à leurs enfants qu'il y a un petit peu d'eux autres là-dedans. Et pour comprendre ça, on n'a pas besoin de lire Chomsky, Gramsci, ou Marcuse ou Orwell, quoi, ce sont tous des auteurs excessivement intéressants. On n'a qu'à lire Brian Myers, le président de l'Association des journalistes à Québec, qui et qui maintenant, oui, mais elle va faire une bien meilleure job que lui. J'ai rien dit encore. J'allais vous dire que c'était un exemple à suivre. Dans un article traitant des rassemblements d'une petite émeute autour des finales de la Coupe Stanley, je ne me souviens pas quelle année, hein, tout le temps, le journaliste en chef ne questionne aucunement les propos de Yann Lafrenière. Là, Yann Lafrenière, porte-parole du SPVM, affirme que des mouvements militants radicaux sont présents dans ces rassemblements et utilisent la diversité des tactiques pour faire du grabuge. Comment on fait pour utiliser la diversité pour faire du grabuge? Il faudrait demander à Yann Lafrenière, mais M. Myers n'a pas considéré que c'était intéressant de lui demander. Il n'a pas fait appel à un spécialiste des mouvements sociaux, puis il aurait pu vous dire que ce que Lafrenière disait, c'était de gros mensonges non plus. Ces critiques auraient sans doute plombé le discours officiel de la police, mais on retrouve très peu de cette critique. Un autre exemple, toujours concernant notre ami Brian Myers, lorsqu'un journaliste de CUTV de l'Université Concordia est mis en état d'arrestation lors de manifestations, Brian Myers exprime ainsi « Nos membres ne se présentent pas comme des journalistes et militants », explique-t-il. Ils ont la présence d'esprit de se retirer et de trouver une distance raisonnable quand un rassemblement est déclaré illégal. Le président a ajouté que de se présenter comme militant et journaliste contribue au mélange des genres et qu'un média communautaire comme un média traditionnel ne doit pas faire les événements, mais se contenter de les communiquer. Je vous laisse juger du fait qu'on a ici le président de la Fédération des journalistes qui ne s'inquiète pas du tout qu'on arrête des gens qui sont en train de filmer une manifestation. C'est exactement ça le problème. On se retrouve avec une pseudo-objectivité qui n'est absolument pas critique. Car pour présenter les faits de façon plus ou moins objective, il faut les passer au crible de la critique. On parle d'une objectivité donc qui se fait le relais de ceux qui ont les moyens de la diffusion. On va dans des conférences de presse, les journalistes travaillent tous comme des fous. Ceux et celles qui veulent étudier dans le domaine, mis à part quelques éditorialistes qui manifestement ne prennent pas beaucoup de temps pour écrire leur papier, les journalistes de la base, ceux qui font du vrai travail d'enquête et tout, travaillent très, très fort. Beaucoup trop fort. Justement, ils ont toujours le vent dans le dos
et ils travaillent dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Alors, quel est le résultat? On se pointe à une conférence de presse, on prend en note ce que le premier ministre ou le chef de la police ou le peu importe a dit, et on refait un papier qui rend objectivement, qui fait le compte-rendu objectif de ce que le premier ministre vient de dire. On trouve souvent une opinion critique, ce sont toujours les mêmes qu'on entend, parce qu'on n'a pas le temps de faire des recherches intéressantes à ce niveau-là. Et on se retrouve finalement avec une objectivité qui favorise toujours les plus forts. Les rapports de force sont totalement aplanis. Plus vous gueulez fort, plus on va vous entendre. Et les journalistes se font malheureusement, et malgré eux, enfin je l'espère, le relais de cette propagande. On retrouve aussi, il y a la commercialisation dont il faut parler. On veut vendre des clics, on veut vendre du temps d'antenne. On se retrouve aussi avec des journalistes qui ont peu de temps pour faire de l'analyse. De l'analyse, ça peut se faire de façon objective ou objectivante aussi, ou du moins de façon honnête. Mais l'objectif n'est pas de faire de l'analyse, il est de créer un lien entre la nouvelle et le spectateur. La nouvelle et le spectateur, dans un va-et-vient constant, les spectateurs, spectatrices étant séparés les uns des autres, évidemment, et non entendus comme une totalité. Au lieu de cela, on serait en droit de s'attendre à ce que les liens soient faits entre les nouvelles elles-mêmes. Mais non, le lien est fait entre le spectateur et la nouvelle. On cherche l'émotion, on cherche à vendre. On aplanit donc les rapports de force qui vont faire d'un attentat palestinien l'équivalent du bombardement d'une banlieue par Israël. On va aplanir le rapport de force qui fait en sorte qu'un jet de pierre lancé sur une banque trouve son équivalence dans le bris du crâne d'un manifestant. Il y a des manifestants pendant le printemps arabe qui ont perdu des yeux, qui en sont sortis très amochés, et on les a très peu entendus. On a entendu beaucoup des policiers nous dire, par exemple, que c'était la faute de ceux qui subissaient la violence s'ils se retrouvaient dans un tel état. Je vous laisse avec un autre petit fait que je trouve intéressant, un fait divers, bien entendu. Un journaliste de Radio-Canada, lors d'une manifestation contre la brutalité policière, a été pris au vif, peut-être par une caméra de CUTV, en train de le journaliste de Radio-Canada, très, très sérieux et tout, qui parle à son caméraman. Et on l'entend dire ce qui suit. « Ils veulent qu'on se tienne loin d'eux autres. C'est ça, dit le caméraman. »« Oui, c'est correct. Regarde, on suit les consignes, répond le journaliste. Eh bien, c'est ça le problème. Les journalistes suivent les consignes de la police. Et ils sont, malheureusement, et bien malgré eux, je l'espère, ils deviennent, par ainsi, des policiers, eux aussi, de l'esprit. C'est là que je Merci. ma chemise. Un tribunal administratif. Parce que je crois au journalisme et que je crois que ce qui fait le journalisme, c'est d'abord son autonomie par rapport au marché, et là on va en parler longuement avec Lise, son autonomie par rapport aux pressions commerciales qui s'exercent, et puis c'est aussi le respect du code de déontologie et d'éthique qui différencie cette profession-là de toute la grande nébuleuse de la communication. Moi, je veux un conseil de presse qui impose des amendes, parce que c'est le seul langage que connaissent ces stations de radio-là. Il faut que ça leur coûte quelque chose, parce qu'un tribunal d'honneur, quand on n'a pas d'honneur, ça ne marche pas. Alors, le seul langage qui marche, c'est le langage de l'argent. Alors, je pense qu'il devrait y avoir une façon d'imposer des amendes. Je pense que la présence de tous ces médias-là au conseil de presse devrait être impérative et écrite dans la loi. Et c'est nouveau parce qu'en 2011, je ne disais pas ça, je continuais d'essayer de trouver des manières d'attirer tout le monde de manière non coercitive. J'ai changé surtout depuis l'automne passé. Je vais conclure. Oui, non, ça va, j'ai à peu près compris. J'ai pas mal compris. Bravo! Filmer sur le côté. Donc, j'inviterai Mme Payette à prendre la parole et à tout le monde montré. se rasseoir rapidement pour que continue la soirée.
Merci beaucoup Cynthia et merci de cette invitation parce que effectivement l'automne dernier j'ai déposé une modeste petite recherche sur l'information dans la région de Québec qui s'est appelée l'information à Québec a un enjeu capital. Je connais bien mon jeu de mots d'ailleurs qui n'a pas été beaucoup repris. Et si vous avez suivi un peu l'actualité de l'automne dernier, vous avez pu constater que j'ai été absolument laminé. Et je pense que c'est peu dire. Et encore ici, vous êtes à Montréal, donc vous n'avez pas vu grand-chose. Absolument laminé pour ce travail qui, ma foi du ciel, n'en méritait pas tant. Mais en fait, c'est quand même une expérience qui m'a permis, et qui me permet encore, et qui me permettra dans l'avenir, d'illustrer encore mieux mon propos. Je vais vous raconter pourquoi. Alors, grosso modo, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais si vous ne l'avez pas lu, je vais vous le résumer très rapidement. Il y avait deux choses importantes. La première, c'était de dire qu'il y a des gens à Québec qui ont peur, et qui ont peur à cause des radios d'opinion de la région de Québec. Et je disais que, et si vous avez vu le traitement que j'ai reçu, vous avez peut-être pensé que j'étais en faveur de la peine capitale pour les animateurs de Québec, et que je souhaitais les passer à la chaise électrique. Alors, c'était pas le cas du tout. Ce que je voulais, en fait, c'était qu'ils soient régis par le Conseil de presse et qu'ils respectent le code de déontologie et le code d'éthique du Conseil de presse du Québec. Pourquoi ? Parce que c'est le seul outil que nous avons et qu'ils passent beaucoup de temps à nous dire une chose et son contraire. Ils vont nous dire pendant 5 minutes qu'effectivement ils sont des journalistes et pendant 5 minutes ils vont nous dire qu'ils sont des clowns. Et moi ce que j'essaie de dire c'est qu'on peut être journaliste même si on fait du mauvais journalisme. Et en fait ce sont de mauvais journalistes mais ce sont des journalistes. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui traitent d'actualité sociale et politique dans un média. Et si vous n'appelez pas ça du journalisme, je ne sais pas ce que c'est du journalisme. Quand deux animateurs, un animateur et une animatrice d'une radio privée de Québec animent une soirée électorale après des élections fédérales, moi j'appelle ça du journalisme. Et je vais continuer d'appeler ça comme ça parce que c'est la seule poigne qu'on a dessus. Et je vais vous expliquer pourquoi, après avoir notamment analysé certaines décisions du Conseil canadien des normes de radio-télévision, qui est supposé régir les contenus, parce que le CRTC a abandonné son pouvoir de recevoir des plaintes, en fait, et l'a concédé il y a déjà plusieurs années au Conseil canadien des normes de radio-télévision. Donc, tout ça pour vous dire en gros que mes propositions étaient extraordinairement modérées. Hein? Vous en conviendrez avec moi que c'était... je ne demandais pas qu'on ferme les radios ni qu'on suspende leur licence de diffusion, pas du tout. Les réactions ont été de 3 ordres. D'abord, la sphère politique. Alors, Sam Hamad, qui est le ministre responsable de la région de Québec, a trouvé le moyen de dire que j'étais une honte pour mon université, alors que l'étude ne sortait que le lendemain matin. Je m'étais arrangée pour qu'elle ne sorte que le lendemain matin, parce que j'avais vécu, au moment où j'avais fait un rapport pour le gouvernement précédent, donc pour Mme Saint-Pierre, j'avais vécu beaucoup de problèmes dans la manière dont c'était sorti, parce que les journalistes travaillent extrêmement vite. Et par exemple, les anglophones avaient sorti que je recommandais une corporation, un ordre professionnel de journalistes. C'était faux. J'ai jamais été capable de défaire ça de la tête des Anglais. Et ça a été extrêmement compliqué après ça de leur dire non, c'est pas ça, c'était écrit dans la Gazette. T'sais. Alors ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que j'ai pris 3 journalistes qui s'étaient intéressés au projet. Je les ai appelés, j'ai dit vous me donnez 1h30, puis je vous donne le rapport à vous 3. Ok, on est du game, on fait tout ça. Je me suis fait assez chicaner, si vous saviez, pour avoir choisi de faire ça. Sauf que là, j'ai la garantie que les 3 premiers articles qui sont sortis avant que la recherche soit publique étaient de qualité. Alors, au moins, l'archivage de ça est fait. Après ça, je me suis fait... Après ça, il y a des journalistes qui ont trouvé le moyen de sortir des trucs sur Facebook, par exemple, parce qu'ils n'ont pas attendu le lendemain matin. Alors là, les animateurs de radio commençaient à m'appeler pour faire des émissions de radio.
Puis là, j'ai dit, oui, mais vous pouvez pas parce que vous ne l'avez pas, puis vous ne l'avez pas lu. Ben, c'est pas grave. Excusez-moi, je ne parle pas des stations privées de Québec, là. Je parle de CKAC à Montréal et de Radio-Canada à Québec, qui m'expliquaient que maintenant, c'était comme ça. Et j'ai été journaliste pendant 32 ans, et j'aime autant vous dire que c'était pas comme ça avant. Et que j'aurais peut-être été congédiée si j'avais essayé de faire des trucs pareils. Enfin, il paraît que c'est comme ça maintenant. Désolé, Lys. Donc, ce que je vais vous raconter un peu pourquoi j'ai fait ça de cette façon-là. Alors, c'est une étude qui a été financée par Mme Marois, par l'ex-première ministre, et non pas par le Parti québécois, comme ça a été dit, parce que le Parti québécois, Mme Maltais a dit de son côté qu'on pouvait le mettre à la poubelle, mon rapport. Ça, c'est la deuxième sortie politique. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je vais vous raconter une petite histoire très personnelle. Et le meilleur homme du monde que je connais travaille dans une usine à Québec où il fabrique des comptoirs de cuisine. Et ce monsieur-là, à un moment donné, est en voiture et il dit quelque chose comme « Moi, Gabriel Nadeau-Dubois, quand je l'aurai au bout de mon char, je ne trouverai plus les breaks. » Et là, pour cet homme-là, qui est absolument tout sauf un homme violent, je me suis dit, mais ma foi du ciel, qu'est-ce qui se passe? Et il faut comprendre que dans son atelier, dans son usine, la radio de Québec diffuse en continu des propos de cette nature-là. Et ça, c'était pendant le printemps érable. Et Gabriel Nadeau-Dubois est une des cibles privilégiées de ces radios. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent des ennemis. Ils fabriquent des ennemis, c'est-à-dire que c'est pas tant les idées qui comptent. Ça commence souvent par les idées, et en plus, après ça, ça dérive vraiment vers les personnes. Et Gabriel Nadeau-Dubois est une de leurs cibles privilégiées, puisque tout l'automne dernier, on ne le nommait pas, on l'appelait la syphilis grimpante. Et oui, alors je vais vous donner des exemples, parce que je suis à Montréal, et je sais que vous ne savez pas de quoi je parle. Parce que je suis à Québec seulement depuis 10 ans, et puis avant d'être à Québec, j'étais à Montréal, et je ne savais pas de quoi il parlait. Donc, vous mesurez mal si vous n'allez pas faire un tour de temps en temps sur le site sortonslespoubelles.com, qui archive de façon extraordinaire, qui est un groupe militant contre les radios de Québec, et qui archive depuis des années de best-of. Alors, allez faire un tour sur ce site-là, et ça va vous donner un aperçu de la violence verbale à laquelle on est confronté dans ces radios-là. Donc, c'est le premier exemple de quelqu'un qui vit l'impact, en fait, de cette violence verbale-là. L'automne dernier, je vous parlais de la réaction de la sphère politique. Il y a eu aussi, évidemment, des réactions hallucinantes des radios de Québec qui ont passé des heures sur mon cas. Et je me suis retrouvée moi-même, donc, avec des menaces incroyables qui m'arrivaient par courriel, avec des textes d'abord d'une connerie gigantesque et d'une méchanceté sans nom, jusqu'à certains propos extrêmement violents. Et à un moment donné, je sais que ça ne fera pas plaisir à mon voisin de gauche, mais je suis allée à la police parce que des fois, peut-être qu'elle peut protéger le monde, tu sais. Alors, tout ça pour vous dire que j'ai ressenti de la peur. Et à un moment donné, j'étais seule chez moi, puis j'ai demandé à des amis de venir s'installer avec moi un petit peu. Donc, j'ai ressenti ça. C'est pour ça que, d'une certaine façon, je vais pas les remercier parce que c'est vraiment dégueulasse, mais en même temps, j'ai vécu quelque chose que j'apprécie. Alors, la police est allée voir ce monsieur-là qui m'a écrit un truc délirant sur le fait qu'il allait m'écraser comme une punaise, puis que c'était le début de la fin, puis enfin, vous imaginez le genre. Et c'est un homme de 72 ans qui est retraité. Désolé, parce que vous avez déjà des idées préconçues sur les auditeurs de ces radios-là. Alors, c'est un monsieur retraité qui n'a aucun dossier casier judiciaire, qui n'a
qui ne fait pas partie d'une association, qui n'est pas dans la meute. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez ça, le mouvement d'extrême droite qui est au sein de l'armée canadienne dans la région de Québec. Là, ça s'appelle la meute. Hein. On parle maintenant de plusieurs milliers de membres de cette association-là. Donc il manque de rien, lui, ce monsieur-là, puis il m'a écrit de son courriel personnel. Puis quand la policier lui demande « Pourquoi vous avez fait ça, monsieur? » Je ne sais pas. Alors, vous savez, en études sur les communications, c'est très difficile de mesurer l'impact d'un message communicationnel. Hein. On va toujours avoir trop de variables à éliminer. Par exemple, dans une campagne électorale, je ne suis pas capable de dire vraiment qu'ils font la job pour le Parti conservateur. Je pense qu'en fait, ils font la job pour le Parti conservateur, mais la démonstration méthodologique est d'une très grande complexité. Alors, quand je vous donne ces deux exemples-là, vous voyez en même temps ce que je veux illustrer. Je veux illustrer qu'il y a des gens pour qui la violence devient légitimée par les propos qu'ils ont entendus à répétition. À l'inverse, quand vous avez en face, par exemple, des groupes, et c'est là où j'ai vraiment en plus flashé, vous avez des groupes qui sont constamment menacés. Vous avez des groupes de femmes qui sont constamment menacées, qui sont tournées en dérision à longueur de journée. Vous avez des personnes assistées sociales qui sont traînées comme dans la boue, qui se font traiter de parasites, il y a un animateur qui a lancé un mouvement pour leur faire retirer le droit de vote, parce que pas d'impôt, pas de vote, enfin... Et il y a donc des personnes qui sont continuellement soumises à ça, à cette violence verbale. Mais pas seulement des pauvres gens, mais des pauvres gens aussi. Mais vous avez également tous les artistes et les intellectuels qui sont des cibles permanentes de... Vous avez, je cherche le nom du... Lepage. Robert Lepage se fait traiter de parasite par les radios de Québec. Donc c'est ça que je vais essayer d'illustrer pour vous. Qu'est-ce que c'est le contenu de ça? Donc c'est un contenu d'une extrême violence, orienté non seulement à droite, mais dans beaucoup de cas à l'extrême droite. Si vous allez sur Sortons les poubelles, allez écouter l'interview de 30 minutes que Sylvain Bouchard a fait avec Marine Le Pen. Dans la pire des questions, c'est quelque chose du genre, ben, Marine, ça doit être tough hein, de se faire traiter de raciste tous les jours. Alors, non, c'est pas ça, il n'a pas dit tough, il a parlé français, c'est moi qui me suis trompée, mais c'était une façon de... Ça doit vraiment être difficile, Marine, de se faire traiter de raciste tous les jours. Alors, ce que je voudrais ici, Montréal, c'est que vous mesurez bien Montréal, qu'il n'y a pas de mystère Québec. Que ce qui se passe là va se passer ailleurs. Et commence déjà à se passer ailleurs, notamment en Beauce, notamment dans le Bas-Saint-Laurent. Pourquoi? Parce que c'est payant. Et il y a une crise du modèle d'affaires dans les médias qui est réelle. Et ces radios-là ont trouvé une réponse à la crise du modèle d'affaires. On est passé de ce qu'on appelait à l'époque le broadcasting, donc la diffusion large et généraliste, à du narrowcasting. Qu'est-ce que ça veut dire le narrowcasting? Ça veut dire qu'une station de radio va être capable de livrer à des commanditaires une frange de la population sur mesure, sur commande. Alors, qu'est-ce qu'on vise dans les stations de Québec? Excusez-moi les gars, on vise des jeunes hommes de 25 à 45 ans. Et pour aller les chercher, on va faire plein de choses. On va aller chercher la musique rock. On va aller chercher... Pourquoi on veut ces gars-là? Ben parce qu'ils ont un certain revenu disponible. Il est probable qu'ils changent de voiture tous les 2 ans. Et la publicité, notamment des concessionnaires automobiles, est très très importante. Donc, disons qu'on va... Le narrowcasting, c'est de donner sur mesure un auditoire à des publicitaires. Autrement dit, c'est une planche à billets. Et parce que c'est une planche à billets, et parce que ça marche, puis il faut savoir qu'on parle de Cogeco, là.
on parle de belle, on parle d'énergie. Attention là, on ne parle pas d'un propriétaire privé dans sa famille, là. Hein, on parle de grosses sociétés d'actionnaires qui ont des rendements sur les investissements de l'ordre de 20%. Il y a donc là une solution au modèle d'affaires, et c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de Mystère Québec. D'abord parce que c'est importé directement des États-Unis. Aux États-Unis, on se retrouve aujourd'hui avec presque 4000 stations de radio qui s'appellent The Old Talk Stations, qui, je suis au regret de vous l'annoncer, sont presque toutes à droite ou à l'extrême droite. Alors, vous avez les animateurs, il y en a un qui s'appelle Rush Limbaugh, par exemple, qui est en syndication sur 600 stations de radio aux États-Unis, qui est un des grands prêtres du Tea Party et de l'extrême droite républicaine. Alors, j'aimerais ça vous faire peur, Montréal. J'aimerais ça vous faire peur pour une autre raison, parce que rendez-vous compte que l'appareil gouvernemental, il est à Québec. La proximité entre les fonctionnaires, les sous-ministres et ces radios-là est intense, est très intense. Hier, j'écoutais Sam Hamad parler des personnes assistées sociales et j'avais l'impression d'entendre exactement les propos de Sylvain Bouchard. Parce que c'est à ça qu'il répond. Alors, ce qui pour vous paraît un acte épouvantable contre les personnes assistées sociales va être porté au nu dans les jours qui viennent par les radios de Québec. Mais toute mon histoire a vraiment commencé quand je me suis aperçu, au début j'ai commencé par faire une petite étude de Compol, un peu banale, dans laquelle j'allais illustrer le fait que chaque fois qu'ils parlaient du Parti québécois ou de Québec solidaire, en fait ils en parlaient quand ils n'étaient plus là, puis ils faisaient du bashing pendant des heures, en fait, si vous irez voir, c'est à la fin de mon étude, donc ils font du bashing politique pendant des heures quand il n'y a pas d'interlocuteur. Quand il y a un interlocuteur, ça se passe à peu près correctement, mais c'est après, quand il n'y a plus personne, qui vient juste de passer la porte. Et à un moment donné, j'ai commencé à rencontrer des personnes et des groupes, et c'est là où je me suis dit, ma foi du ciel, il y a un éléphant dans la pièce, puis je suis en train d'en faire le tour. Et l'éléphant dans la pièce, c'est que ces stations ont un tel pouvoir aujourd'hui que si vous êtes une association le moindrement progressiste, vous allez vous cacher. Vous allez vous taire, vous allez dire « Oh, peut-être que je ne pourrais pas poser la question comme ça, peut-être que je devrais la poser autrement, parce que si jamais ça tombe dans les radios, peut-être que... » Et là, je me suis aperçue, puis j'ai décidé d'appeler ça un régime de peur, je me suis aperçue que c'est l'instauration d'un régime de peur. Et je dis quelque part, appelons un chat, la peur, c'est la peur. J'ai rencontré beaucoup de groupes à qui j'ai promis l'anonymat, ce qui est un peu embêtant parce que Québec est un gros village et que j'ai pas pu donner énormément d'exemples. On m'a beaucoup reproché ça, mais j'ai garanti l'anonymat à tout le monde. Mais je finissais avec 83 groupes qui, en septembre dernier, avaient signé un manifeste pour des ondes saines à Québec. Là, je me dis, les journalistes, ils vont tous se précipiter là-dessus, puisqu'évidemment, ils doivent bien se douter que les groupes que j'ai rencontrés font partie des 83. Pas un est allé voir ces groupes-là pour savoir si c'était vrai ce que je racontais. Alors, il y a 4 groupes de femmes qui, fin décembre, ont écrit une longue lettre qui a été diffusée dans le Soleil, dans lequel elles disent « Oui, c'est vrai, on a peur ». Et c'est sûr que c'est plus facile pour les groupes de femmes de dire « Oui, on a peur » que pour la FTQ Construction de la région de Québec. Il n'en demeure pas moins que les réunions de la FTQ dans la région de Québec sont toujours conditionnées par la crainte de ce que les radios vont rapporter. Et ça n'est pas normal. C'est ça mon éléphant dans la pièce, ça n'est pas normal. Alors, on a beaucoup banalisé ça dans les médias, y compris jusqu'à Montréal, quand un chroniqueur du journal Le Devoir écrit « Je suis Radio X », à la suite de mon étude. D'abord, c'est une insulte profonde et totalement irrespectueuse à Charlie Hebdo, mais c'est ne rien comprendre à la réalité qui se vit là-bas. Ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression.
En fait, c'est une atteinte grave à la démocratie. C'est un comportement extraordinairement autocratique sur lequel nous n'avons aucun contrôle, aucun pouvoir. Parce qu'à la limite, ça m'amène si je l'aime pas. Je peux toujours penser que je peux aller me battre contre lui puis gagner. Mais Sylvain Bouchard, si vous voulez que je fasse contre lui. Alors, les recours qui existent, puis vous vous doutez bien que Gabriel Nadeau-Dubois n'ira pas devant le juge pour dire qu'il me traite de syphilis grimpante. Moi, il y en a un qui a passé je ne sais pas combien de temps à parler de ma laideur. Je n'irai pas devant le juge pour dire qu'il me traite de laide. Surtout pas s'il vit à Outremont en plus. Alors, quels sont les recours que nous avons? Ben, nous en avons très peu. Il nous reste le conseil de presse qui continue d'exercer chaque fois qu'il peut, des recours contre ces radios-là, en disant « ça n'est pas un journalisme d'opinion qui s'exerce comme il devrait s'exercer en vertu des règles de l'art. » Bon. Il y a le Conseil canadien des normes de radio-télévision qui reçoit les plaintes. Alors là-dessus, je vais juste vous en raconter une rapide. Il y a eu une campagne qui a été organisée par une radio, c'était « Honk a Cyclist ». Hein? Parce qu'ils détestent les cyclistes, ils détestent les coureurs, ils détestent les gens qui prennent l'autobus. Alors, le Honk a Cyclist, il y a eu 145 plaintes qui ont été déposées par le Conseil canadien des normes. Et la décision a été rendue en juillet ou en août dernier. Et ça dit, ben dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils expriment un certain ressentiment que les chauffeurs de voitures peuvent avoir contre les cyclistes. C'était faire peur aux cyclistes en les klaxonnant. Honk, ça veut dire klaxonner. Donc, je veux juste te faire peur. Je ne veux pas te tuer, je veux juste te faire peur. Alors, et le Conseil canadien des normes a dit que c'était en fait l'expression d'un courant de pensée. La seule chose qu'il a reproché à la station, c'est d'avoir dit « fuck you les cyclistes ». Parce que peut-être qu'il y avait des enfants, et je vous jure que c'est verbatim, peut-être qu'il y avait des enfants qui écoutaient à cette heure-là, et que fuck you, c'est pas beau. Mais t'as le droit de dire que tu vas tuer un cycliste, t'as pas le droit de dire que fuck you. Alors, il n'y a pas des gros recours. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je pense qu'il faut que le conseil de presse devienne vraiment un tribunal administratif. Parce que je crois au journalisme et que je crois que ce qui fait le journalisme, c'est d'abord son autonomie par rapport au marché. Et là, on pourra en parler longuement avec Lise. Son autonomie par rapport aux pressions commerciales qui s'exercent. Et puis, c'est aussi le respect du code de déontologie et d'éthique qui différencie cette profession-là de toute la grande nébuleuse de la communication. Moi, je veux un conseil de presse qui impose des amendes, parce que c'est le seul langage que connaissent ces stations de radio-là. Il faut que ça leur coûte quelque chose, parce qu'un tribunal d'honneur, quand on n'a pas d'honneur, ça ne marche pas. Alors, le seul langage qui marche, c'est le langage de l'argent. Alors, je pense qu'il devrait y avoir une façon d'imposer des amendes. Je pense que la présence de tous ces médias-là au conseil de presse devrait être impérative et écrite dans la loi. Et c'est nouveau parce qu'en 2011, je ne disais pas ça. Je continuais d'essayer de trouver des manières d'attirer tout le monde de manière non coercitive. J'ai changé surtout depuis l'automne passé. Je vais conclure. Oui, non, ça va, j'ai à peu près compris. J'ai pas mal compris. Bravo! Difficilement enchaîné. Je suis dans mes petits souliers, étant donné que, bon, la question des médias n'est pas du tout un objet auquel je suis habitué. J'ai accepté de venir faire une présentation en sortant de ma zone de confort et au fond en me présentant essentiellement comme un lecteur. Et en prenant ce rôle au sérieux. Tellement en fait que je me suis inspiré pour cette présentation d'un livre du journaliste et essayiste Laurent Laplante qui date de 1988 et qui s'intitule « Le 24 octobre ». Et en fait, sans trop en être satisfait lui-même, Laplante avait, durant l'été 1988,
était parti en vacances avec un exemplaire du quotidien La Presse, celui du 24 octobre 1987, avec pour exercice oulipien de le lire tout l'été, ad nauseam. Et de voir ce qui pouvait sortir de cet exercice qui consiste non pas à lire le journal à toute vitesse, comme on le fait dans une économie communicationnelle là, qui est pensée comme telle, mais en s'y arrêtant. Bon, j'ai fait la même chose, moi, en ce qui concerne le Journal de Montréal du 11 novembre 2015. C'est-à-dire, depuis ce temps-là, je l'ai sur le coin de mon bureau, qui commence à être chiffonné, avec les gouttes de café. Je ne l'ai pas amené avec moi parce que j'ai dit qu'il y a quand même des limites à le traîner jusqu'ici. Il reste que... non, mais il est intéressant de s'arrêter au journal, de dire, bon, mais qu'est-ce qu'on nous sert? Qu'est-ce que c'est que cette pizza qu'on feuillette à la longueur de journée sous un mode renouvelé? Mais qui se ressemble à parler. Avant de commencer, parce que finalement, je vais simplement vous lancer un petit peu des pistes, je n'ai pas fait une étude. En premier, combien il y a de journalistes dans la salle ici, juste à main levée, histoire de savoir combien de personnes sont victimes de répression avec moi? Bravo, merci. La soirée est particulièrement difficile, je dirais, mais j'accueille les critiques. Je pense qu'on doit accueillir les critiques, ça fait partie de se développer l'esprit critique. J'accroche sur quelques petits éléments que je vais vous lancer en rafale. D'ailleurs, rassurez-moi que dans le Journal de Montréal du 11 novembre 2015, je n'ai pas publié, mais je pense pas qu'il y ait bien de loi dans les pages économiques de cette journée. Je le dis sans narcissisme. Quand vous dites que les médias représentent des univers, je crois que c'est vrai. Et je pense qu'il faut les encourager parce qu'on est dans une société pluraliste et ça fait partie de la diversité des voix. On a besoin de ces univers différents pour avoir de l'information déclinée de manière différente, avec des points de vue qui sont différents. Donc on doit, l'univers étant lui-même encore en expansion, la société étant pluraliste, il faut incarner et multiplier ces univers médiatiques et les décliner sur toutes les plateformes. Par ailleurs, être journaliste, selon moi, ce n'est pas une immunité. Et avoir une carte de presse, ce n'est pas avoir nécessairement tous les accès. Il y a des responsabilités à la presse, ça ne donne pas tous les pouvoirs, ça vient avec d'énormes droits et responsabilités. Par ailleurs, être journaliste, ce n'est pas non plus avoir une licence de sous-traitance du travail policier. Parlez-en à Joël Denis Bellavance, qui a pu avoir été victime d'une filature de la GRC, à Jacques Nadeau renversé par un cheval pendant une manifestation étudiante, ou plus récemment par Éric Yvan Lemay qui a été perquisitionné chez lui par la Sûreté du Québec et où le plus récent jugement a même légitimé cette perquisition-là en la traitant de légale et en disant que les motifs des policiers étaient parfaitement défendables. C'est un jugement fascinant que je vous invite à lire, mais qui risque d'y avoir énormément de conséquences pour plus tard. Je pense que la seule issue qui nous reste, c'est d'adopter des médias, d'encourager la divergence des voix, de soutenir et plus largement, je dirais qu'une de mes missions, un des objectifs que je me donne, c'est de corrompre à l'éthique. On a parlé énormément de corruption, je pense qu'on peut faire de la corruption positive, faire en sorte de convaincre les journalistes de respecter l'ADN de ce que c'est le journaliste, qui est la rigueur, qui est la richesse des faits. Je pense que vous avez mis en exergue quelques travers qui malheureusement incombent plusieurs de nos salles de nouvelles, mais quand on en est conscient, on tente de se corriger et de s'attaquer à ça. Et je pense que c'est un long défi que j'ai. Moi, j'adore cette profession et c'est pour ça que je suis sévère. C'est parce que je trouve que essayer d'imaginer le monde sans eux. Et ma crainte, c'est qu'au rythme où vont les choses, ils vont devenir indéfendables. Et moi, je veux pouvoir continuer de les défendre. Mais pour les défendre, il faut qu'ils remettent le code de déontologie au cœur des pratiques. Et partout, parce que la population n'a pas à se demander « es-tu journaliste? Es-tu humoriste? Es-tu clown? Es-tu... » hein? En fait, là, ce qu'il faut, c'est que dans tous les médias, on retrouve l'ADN du journalisme, c'est la déontologie. C'est ça qui différencie un journaliste d'un relationniste ou d'un communicant, comme disent les Français. Et moi, en terminant, je voudrais juste peut-être vous laisser sur une petite réflexion. Le matraquage des opinions, il est aliénant. Et la seule façon que l'expression d'une opinion ne soit pas aliénante, c'est de permettre à l'auditeur, au lecteur, au téléspectateur de ne pas être d'accord. Et on est loin de là en ce moment. On se fait matraquer d'opinions
qui reposent sur des croyances, souvent même pas sur des faits, mais qui reposent sur des croyances ou des convictions. Et c'est l'expression d'une aliénation. À mon avis, ça provoque des aliénations. Très rapidement, ce sont de bonnes idées qui sont mises de l'avant de retrouver l'ADN du journalisme, d'étendre le code de déontologie même aux Mongols de Québec. C'est là qui s'est rentré. Mais il va falloir aller plus loin que ça. L'information, ce n'est pas, ne devrait pas être médiée ou être subsumée par le marché. Tant aussi longtemps que nos vies, nos cerveaux seront conditionnés par la loi de l'offre et de la demande, par la publicité, par tous ces canaux qui viennent en quelque sorte boucher l'esprit critique, on s'en sortira pas. Ça prend des changements important pour que les poquets dont nous parlait mon ami Alain, pour que les chômeurs soient entendus de façon positive, il faut qu'ils prennent la parole. Et cette parole-là, il va falloir l'arracher à l'élite nécessairement, aux classes dominantes qui présentement contrôlent l'information. On dit souvent du choc des idées jaillit la lumière, ben disons qu'il y a du choc de Pélado et de Desmarais pour rejaillir quelque chose comme de l'information crédible. Je vais y aller dans des ordres. En fait, évidemment, quand je parle des univers, je me formalise du fait que ces univers médiatiques ne sont plus du tout l'œuvre de journalistes ou de photojournalistes, mais de neurologues, d'experts en marketing ou de psychologues. Et là, je vous réfère encore au travail de Marie Bénil, qui consiste à transformer des organes d'information en organes publicitaires, y compris dans les pages rédactionnelles et parfois à l'insu des journalistes. Donc ça, c'est vraiment le point le plus crucial et qui devrait être un objet de mobilisation dans la profession journalistique. Il y a des choses bizarres dans le journalisme, parce qu'en même temps que je vous dis tout ça, moi, là où, si je peux repasser dans ma zone de confort 2 minutes, je m'intéresse beaucoup aux paradis fiscaux et aux législations de complaisance. Hein? Bon. Ben, moi, quand je fais des conférences sur cette question-là, je refuse de critiquer la presse, parce que sur cette question-là, la presse fait son travail. Le meilleur journaliste au Québec sur les paradis fiscaux, c'est Jean-François Cloutier du Journal de Montréal. Je le dis à chacune de mes conférences. Il y a un article aux 2 semaines sur les paradis fiscaux grâce à lui. Et il travaille bien, c'est sérieux, c'est rigoureux, il n'y a rien à redire. Bon, je pense que le problème des paradis fiscaux n'a pas trait à une rétention de l'information, mais au fait que les populations sont tétanisées à juste titre devant un problème qui les dépasse partout dans le monde. Bon, alors, il y a des moments où, étonnamment, il n'y a pas grand-chose à redire. Puis il y a des moments où on s'arrache les cheveux, la preuve. Hein? Bon. J'ai trop lu l'exemplaire du 11 novembre. Il y a des modèles, je vais en citer un rapidement. Un modèle, moi, que je soutiens sans réserve, c'est en France Mediapart, qui redonne foi en la profession. Là, on a un journal qui assume une différence, qui n'est pas dans le gna-gna de l'objectivité, qui assume un point de vue, qui veut même être anti-militant, mais qui fait du journalisme rigoureux, et qui fait de l'enquête, et qui s'intéresse à ce qui est intéressant. Quand une maison de production décide que tout le monde va parler d'un film, parce que tout d'un coup il faudrait en parler, parce qu'on en parle, parce qu'il faudrait en parler, ben Mediapart n'en parle pas, parce qu'il est capable de penser que ce n'est pas un événement d'actualité pertinent. Et c'est un journal qui, au contraire, est capable de fouiller des affaires autant historiques qu'actuelles pour offrir du sens à la communauté, offrir des éléments qui permettent la pensée, qui rendent libre. Et pour rendre libre et développer non seulement des éléments factuels, mais aussi des analyses, il faut assumer un parti. C'est un modèle, Mediapart. En ce qui concerne l'époque, je vais dire un dernier mot là-dessus. Il n'y a pas à redouter qu'on tombe dans un monde qui ressemble à ce qu'était la République de Weimar en Allemagne. C'était un monde extrêmement polarisé. Entre deux clans. Et on peut se dire que les plans d'austérité nous amènent vers cette perspective. C'est redoutable. Je vais arrêter là parce que je digresse. On passe à la question.